peut optimiser une prescription médicale afin d'éviter, je dirais, de redondance et un certain nombre d'examens inutiles. On va tout de suite ouvrir la conférence, je dirais, sur ce niveau-là, sachant qu'il était important d'avoir un module français, puisqu'il y a un module européen qui comprend à l'heure actuelle près de 14 langues différentes, et que pour une fois, la France était pilote, je dirais, au niveau du nombre de visites du site. On laisse tout de suite la parole au professeur Jean-Pierre Valli pour présenter, je dirais, les enjeux. C'est toi qui commence, pardon. Oui. Pour présenter les enjeux donc de ce module sur l'Abdessolnane ou comment expliquer les examens de biologie aux patients. Merci Bernard de ta présentation. Donc, je vais vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'est ce site internet accessible à tous, que l'on appelle Labtest Online. C'est un terme qui a été choisi justement au moment de sa création par les Américains quand ils ont lancé le site. Il dit ce qu'il veut dire, donc lab test, examen de laboratoire, donc disponible pour tout le monde. L'opération a commencé donc dans les années 80 puisque initialement c'est l'American Association of Clinical Chemistry qui a été à la base de la mise en place de ce test, de ce site, pardon, qui est très répandu aujourd'hui comme nous allons le voir. Donc vous voyez sur le tableau, il s'agit d'un site web d'une base de données internationale maintenant, comme on vous l'a dit, d'examen de laboratoire. Ça a été conçu par la ACC, comme on vient de le dire également, traduit et adapté pour 16 langues différentes dans d'autres pays. C'est un site bien sûr sécurisé et non commercial. Ils ont obtenu, chacun de ces sites qui correspondent à des pays différents, ont obtenu la certification OnCode, qui est, on va le voir, une assurance de qualité en quelque sorte par rapport à la valeur. Et vous savez que c'est très important, la valeur d'un site aujourd'hui. On ne peut pas aller repérer n'importe quoi, n'importe où et répéter surtout ces choses-là. Alors c'est un site adapté bien sûr aux patients. C'est pour ça qu'il est important dans le cas de l'autonomie des patients de pouvoir leur permettre d'avoir des informations assez précises sur ce que sont les examens. Mais il peut servir aussi aux professionnels de santé qui ont besoin d'une information simple et validée donc, dans ce cadre-là. Le contenu est publié sous la responsabilité médicale de la Société française de biologie clinique, donc il y a un parrainage donc, officiel selon les spécifications de la Fédération internationale. Et également sous le contrôle, puisque ça a été fait plusieurs fois, de la Haute Autorité de Santé. Le procédé Labtest Online est inclus dans la réforme de la biologie médicale française. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une étape de renouvellement de l'organisation de la biologie médicale depuis la loi de mai 2013 et que le procédé de mise en place des examens de biologie médicale est conçu là-dedans. Il y a de nombreux liens sur ce site avec évidemment des sites web internationaux très importants, ifcc.org, etc., etc. Donc, pour redire, il s'agit d'un site accès libre et gratuit pour tout le monde, élaboré par les professionnels de santé et destiné à aider les patients à mieux comprendre tous les examens qui sont nécessaires pour le suivi des pathologies. On va le voir, Labtest Online présente donc une description détaillée des examens, mais aussi une description des pathologies qui sont associées à ces examens, avec on va voir le détail tout à l'heure, avec des liens qui permettent de se reporter à la littérature internationale. Les résumés des recherches récentes sur les examens qui touchent directement le patient, et puis des articles de fond qui permettent d'aller plus loin dans la compréhension de la pathologie que l'on étudie. Enfin, je voulais vous rappeler donc que le OnCode, ce n'est pas négligeable, c'est un code de déontologie qui permet justement de mettre à disposition du lecteur une information de qualité validée et on remplit tout un tas de documents pour obtenir cette certification qui permettent donc de valider le site et effectivement d'en faire un site privilégié. Enfin, voilà comment se présente un peu en détail
tous les sites européens, internationaux de Lab Test Online, on va le voir plus en détail. Ce sont des pages que vous retrouvez ici, des pages qui sont repérées pour chaque pays. Et récemment, donc, il y a eu d'autres pays qui sont rentrés dans le groupe, comme la Chine ou la Roumanie, plus récemment. Alors, où en est-on aujourd'hui des statistiques de lecture de ce site? Vous voyez, j'ai reporté donc ce qui s'est passé en 2014. Nous sommes en 2015, on va voir les plus récentes tout à l'heure. Mais là, ce qui s'est passé en 2014. Ici, si vous regardez le nombre de visites par mois, j'ai reporté la France en bleu. Je n'ai pas... ici, là, en bleu, vous voyez, c'est la France. Vous avez l'Allemagne qui est juste à côté et l'Angleterre qui est ici en grisé. Alors vous voyez que nous avons progressé considérablement dans le nombre de visites au cours de l'année 2014, mais tout le monde d'ailleurs, hein, y compris la Grande-Bretagne et y compris l'Allemagne, mais dans des proportions qui sont assez différentes. Évidemment, nous sommes un petit pays par rapport aux pays internationaux, et si l'on rapporte le nombre de visites par habitant et par mois, vous voyez que la France reste bien placée, toujours les mêmes carrés qui sont là. La France reste bien placée, mais évidemment, les États-Unis sont très au-dessus. J'allais dire que c'est un usage courant aux États-Unis d'aller repérer ces pathologies sur Internet. Donc, ils le font beaucoup plus facilement qu'on ne le fait en France. Et je pense que tous les sites sont à peu près soumis à la même règle. Alors, pour 2015, voilà la situation exactement aujourd'hui. Donc vous voyez le nombre de visites aux USA, si je prends le nombre de visites uniques, nombre de visites totales, donc 9 millions pour les États-Unis, vous regardez l'Angleterre 550 000, l'Australie 100 000, mais vous voyez que l'Espagne et la France sont à peu près dans les mêmes eaux, 350, 360 000. L'Allemagne est un peu en dessous de nous. Donc on a quand même on a progressé considérablement au cours de ces quelques dernières années et le nombre de pages visitées est quand même tout à fait intéressant. Si l'on regarde ici le nombre au cours des 7 derniers mois, la moyenne des visites par mois, vous voyez, c'est intéressant parce que ça donne vraiment l'image de ce qui se passe. On était à 66 000 visites par mois en 2014. On est passé à 106 000 aujourd'hui, donc le site français attire, c'est clair. Alors évidemment, il y a des raisons techniques qui font qu'on n'est pas plus lu, mais c'est quand même un site qui est extrêmement bien suivi et vous allez le voir comment sa présentation, comment il est organisé, comment on peut le suivre. Donc je vais donner la parole maintenant au docteur Véronique Ducrot qui est responsable en France de l'organisation de ce site et de sa gestion, et qui va vous présenter un peu la façon dont il est mené. On va aller directement sur Internet, comme ça vous allez pouvoir voir directement comment les choses se passent. Bonjour à tous. Donc, vous voyez la page d'accueil du site français de labtestonline.fr. Alors, comme vous pouvez le voir, on a tout un premier bandeau de drapeaux qui montre exactement les traductions et adaptations qui ont été faites de ce site dans de très nombreux pays. Donc à peu près 17 actuellement, et ça va de façon croissante. Alors, la traduction de Labtest Online a été réalisée par des internes en biologie, donc par des professionnels de santé, et les relectures de ces tests et de ces adaptations ont été faites par des biologistes seniors dans chaque discipline. Donc le site se présente, on a tout d'abord un pavé d'introduction sur le site, et ensuite vous avez les différentes nouvelles. Les nouvelles, ce sont des thèmes d'actualité que nous essayons de mettre assez fréquemment concernant soit de nouveaux tests, soit de nouvelles pathologies, soit de nouveaux moyens diagnostiques.
Sur la partie droite, vous avez trois menus déroulants. Un premier menu déroulant qui concerne les examens de laboratoire. Vous voyez, on peut le faire dérouler. Nous avons actuellement environ 200 tests traduits et adaptés. En dessous, on a donc les situations pathologiques ou maladies en regard de ces tests. Et là, on en a actuellement une 60aine. Donc, on peut également dérouler le menu et avoir accès en cliquant sur chaque pathologie. On le fera tout à l'heure. Et puis, nous avons également un pavé qui correspond aux tests de dépistage. Et pour l'instant, nous n'avons que la grossesse et les tests prénataux. Mais nous allons actualiser bientôt ce pavé. Alors, sur la partie gauche, on a aussi plusieurs items. Le premier que l'on va regarder, qui est à propos de ce site, donc qui reprend les caractéristiques générales du site, à savoir pourquoi on l'a créé, à qui il s'adresse. On a aussi nos partenaires. Vous avez, si vous cliquez sur le comité de rédaction, donc vous avez accès aux personnes qui dirigent ce site et aux différents membres du comité de rédaction qui acceptent les fiches, qui acceptent les traductions, qui les revoient, qui les améliorent. Vous avez également toutes les personnes qui ont effectué ces traductions, qui ont effectué les relectures. Donc on a une liste assez conséquente de personnes. Je peux pas dire ça. Ouais, non. Merci. Donc vous voyez, il y a quand même presque une centaine de personnes. Pas très doué. Ensuite, vous avez comprendre vos examens de biologie médicale. Alors ce chapitre est dédié à certains items que l'on voit sur son compte-rendu de résultats, par exemple, comme les intervalles de référence. Souvent, les gens ne savent pas exactement comment sont calculés les intervalles de référence. Donc là, en cliquant, vous pouvez avoir des informations sur les valeurs normales ou valeurs de référence. Vous avez aussi quelques éléments concernant comment faire face à un examen de biologie médicale, comment faire face à un prélèvement sanguin pour un enfant, pour une personne âgée fragile. Donc vous avez différents items que l'on peut regarder sur ce document. Ensuite, il y a un item qui s'appelle « Au laboratoire » où vous pouvez parcourir toutes les étapes du prélèvement. Par exemple, si je prends le prélèvement sanguin, on aura comment fait-on le prélèvement, comment on l'identifie, à quoi servent les renseignements cliniques, comment est traité l'échantillon de sang. Donc toutes des informations qui se passent au laboratoire et que souvent vous n'avez pas connaissance en tant que patient. Mais là, vous avez l'information et vous savez un petit peu tout le derrière, la face cachée du laboratoire. Ensuite, l'analyse et l'obtention des résultats. Un autre item qui concerne les nouvelles, on en a un petit peu parlé puisqu'on avait les titres sur les pages d'accueil. Là, vous pouvez avoir plus d'informations. Vous avez accès à tout le document en cliquant sur le titre. Voilà, et vous pouvez lire tout ce document. Les lectures en sont assez aisées. Bon, on a aussi également les conditions d'utilisation et les confidentialités qui sont classiques. Donc si je reviens à la page d'accueil, et si je regarde un test, donc si jamais vous voulez un test, vous pouvez le chercher à ce niveau-là. Par exemple, on va prendre cholestérol. Voilà. Ensuite, vous voyez que vous pouvez choisir aussi, dans le bandeau du haut, on retrouve le menu déroulant. Hein, voilà. Donc, oups. Donc tout d'abord, on vous donne les noms synonymes du test, s'ils existent, le nom officiel, les tests apparentés, donc par exemple un cholestérol avec les triglycérides, etc. Et ensuite, vous avez plusieurs informations regroupées sur 5 ou 6 items en fonction des fiches. Alors, la première fiche qui s'appelle « D'un coup d'œil » et qui finalement donne un résumé du test. Pourquoi on fait ce test ?
quand est-ce que votre médecin vous le prescrira et sur quel type de prélèvement il est réalisé. Ensuite, si vous voulez savoir un petit peu plus, vous allez sur prélèvement et là, vous avez des informations sur le test lui-même. Examen de biologie, vous avez des informations sur la technique aussi, comment on le fait, dans quel cadre. Et puis vous avez tout un pavé questions fréquentes qui sont des questions que les gens se posent concernant ces tests et pour lesquelles on apporte une réponse tout de suite. C'est des questions assez fréquentes comme leur nom l'indique. Et puis ensuite, on a rajouté au niveau français un onglet qui s'appelle « Pour une bonne prescription », de façon à être en accord avec nos recommandations nationales de la Haute Autorité de Santé. Donc quand elles existent, on fait un renvoi vers un lien de la Haute Autorité de Santé pour que vous ayez toute l'information. Et puis également, si vous avez besoin d'informations complémentaires, on vous propose des adresses de sites internet, soit de sociétés savantes, soit d'associations de patients, en fonction du test que l'on regarde. De même, donc si on prend, on va changer un petit peu, une pathologie, vous avez 3 ou 4 items. Donc la définition de la pathologie, hein. Donc les symptômes, etc., le tableau clinique le plus fréquent. Quels sont les examens pour faire le diagnostic de cette pathologie? Les examens de biologie clinique mis en route pour faire le diagnostic de cette pathologie. Donc, on vous les indique en vous donnant aussi les conditions de recueil, etc. Les traitements, s'il y a des traitements, ou les régimes en fonction du thème abordé. Et puis, vous avez toujours un lien pour avoir plus d'informations vers d'autres sites ou vers le site de l'HAS. Voilà. Pour terminer, si vous ne retrouvez pas le test que vous cherchez ou la pathologie que vous cherchez, vous avez possibilité sur la gauche, il y a un index. Et là, vous avez donc les examens de biologie, par exemple si vous cliquez dessus, qui vous apparaissent par ordre alphabétique. Et vous avez la même chose pour les situations pathologiques. Voilà, que vous pouvez retrouver plus facilement pour le dépistage. Et on a même un glossaire qui permet d'avoir une définition rapide sur quelques symptômes et quelques définitions pour anticorps, etc., pour des termes un peu plus spécifiques. Alors, avant de terminer, je voulais aussi vous montrer que ce travail de traduction et d'adaptation est donc fait par la Société française de biologie clinique, donc vous avez le logo ici, mais en association avec donc, le syndicat des fournisseurs de diagnostic in vitro au niveau français et au niveau européen qui est l'EDMA. Voilà, je vous remercie et puis je vais passer maintenant la parole à ma collègue Guylaine Boursier qui va vous expliquer en tant que traducteur tout le travail qu'elle a dû mener. Merci. Bonjour. Alors, on a beaucoup parlé d'examens de biologie médicale. Je voulais rappeler que les examens de biologie servent à beaucoup de choses en médecine, et donc notamment tout ce qui est affiché là. Donc le dépistage déjà. Par exemple, quand vous êtes enceinte, vous savez, pour les dames qui nous suivent, que vous venez souvent au laboratoire et effectivement il faut être suivi. Et donc on va par exemple regarder le glucose dans les urines pour dépister un éventuel diabète de la grossesse. Ensuite, ça peut être utile pour des diagnostics. Par exemple, le diabète, toujours, se diagnostique sur deux valeurs distantes de glucose élevé ou d'autres paramètres associés à des signes cliniques. Donc, c'est un diagnostic biologique.
Ça peut aussi être utile dans les pronostics de pathologie ou prédiction du risque. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dose vos lipides, par exemple le LDL cholestérol, qui est le mauvais cholestérol, qu'on dose pour dépister si jamais il est trop haut. On se dit qu'il y a un risque de maladie cardiovasculaire et donc on va essayer de voir avec le médecin comment traiter ce problème par des moyens médicamenteux ou non. Et ensuite, ça peut être utile dans la décision de traiter. Là, c'est souvent dans des maladies plus compliquées, comme par exemple le cancer du sein. Il y a des cancers du sein qui expriment certaines protéines, R2-nœuds, et on a des médicaments dirigés contre cette protéine. Si on a un cancer du sein qui exprime cette protéine, on sait qu'on peut le tester. Donc ça, ce sont des examens beaucoup plus complexes qui sont faits dans des milieux spécialisés, mais donc c'est aussi pour ça. Et également pour le suivi des traitements, ou par exemple quand on est sous anticoagulants qui sont inhibiteurs de vitamine K, c'est assez courant chez nous, pour des risques de caillots dans le sang. Et ben là, on suit l'INR, ça s'appelle. C'est pour vérifier la coagulabilité du sang et voir si on est bien dosé. Donc voilà, les examens de biologie médicale, c'est tout ça. Et donc toutes ces informations-là, vous pouvez les trouver sur LabTest Online parce qu'on essaie dans chaque fiche de donner les différentes explications en relation avec toutes ces catégories qui peuvent exister. Alors pourquoi est-ce que vous pourriez consulter LabTest Online justement ? Parce que aujourd'hui, quand on n'est pas un professionnel de la santé, on ne connaît pas bien les maladies et encore moins les examens de biologie médicale. Pourtant, on est souvent confronté au laboratoire et donc on a souvent beaucoup de questions. Il y a beaucoup de sites médicaux sur Internet qui sont plus ou moins bien, mais effectivement, l'avantage de LabTest Online, c'est que celui-ci, il est vérifié par des professionnels de santé. Donc là, on parle d'examen de biologie médicale. Ce sont des biologistes médicaux, donc médecins, pharmaciens, qui vérifient les informations qui sont divulguées. Et en plus, comme on vous l'a dit précédemment, il a le label Health on Internet. Donc c'est une information qui est sûre. Elle a aussi le mérite d'être simple, étant donné qu'on essaie de donner le maximum d'informations vulgarisées pour que tout le monde puisse comprendre et que ce ne soit pas des mots trop compliqués. Alors justement, ça c'est très important parce qu'il y a une étude qui avait été faite par les Américains, justement liée à l'utilisation de LabTest Online, et qui avait remarqué hors LabTest Online, que quand les personnes qui ne sont pas issues du domaine de la santé essaient de faire des recherches sur Internet, il y avait 36% des personnes qui n'avaient pas réussi à avoir une information fiable. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas compris l'information qui leur avait été donnée ou l'information n'était pas bonne. Et seulement 12% obtenaient une information qui correspondait à leurs attentes et qu'ils l'avaient comprise correctement afin de ne pas appliquer des thérapies personnelles à risque. Donc finalement, l'avantage de ce site, c'est vraiment qu'il est compréhensible et qu'il a un contenu vérifié. Alors tout le travail en tant que traducteur, j'ai eu l'occasion grâce à la Société française de biologie de faire des traductions pendant mon internat. Et donc aujourd'hui, j'ai eu mon diplôme. Et effectivement, c'était un travail de traduction, mais aussi d'adaptation aux normes en vigueur en France. Donc, par exemple, on va faire attention à ne pas mettre de valeurs usuelles sur des examens dont on sait qu'ils peuvent varier en fonction des techniques utilisées. D'ailleurs, vous remarquerez sur vos comptes rendus qu'il y a toujours la technique utilisée qui est signalée. Et elle peut varier entre les laboratoires. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas donner une information sur des variables qu'on ne peut pas maîtriser par rapport à un compte-rendu du labo. Donc on ne remplace pas une explication d'un biologiste dans un laboratoire, mais on apporte vraiment une information générale sur les pathologies et sur les tests, sans donner d'informations qui pourraient induire en erreur justement le patient. Donc là, un exemple de cette vulgarisation, c'est quand je tape diabète dans l'index recherche, là vous voyez tout en haut, eh ben, on va me donner, comme on disait précédemment, même les synonymes. On va me dire, voilà, il y a diabète avec 144% de concordance, il y a aussi diabète insipide néphrogénique. Alors, ce n'est pas du tout la même chose que le diabète sucré qu'on connaît.
Mais justement, quand on entend diabète et qu'on cherche diabète sur Internet, on peut trouver de tout. Donc on vous explique bien qu'il existe plusieurs choses qui s'appellent diabète. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les choses qui vous intéressent. Donc là, par exemple, HbA1c, c'est le nom d'un test qu'on peut faire pour diagnostiquer et suivre le diabète. Et ensuite, on rentre dans des tests qui sont utilisés pour les complications du diabète. Donc si vous regardez la première ligne, on va vous expliquer ce qu'est le diabète. La deuxième, on va vous dire c'est un diabète, ça a le même nom que le sucré, mais ce n'est pas la même chose, et ainsi de suite. Et donc par exemple, si je clique sur l'onglet du diabète, on va m'expliquer le diabète sucré, le diabète de type 1, c'est aussi le diabète insulinodépendant, le diabète juvénile. Donc normalement, on devrait couvrir toutes les différentes interprétations qu'on peut avoir et on devrait trouver l'information. Donc c'est ce qu'on disait précédemment, on essaie vraiment de donner tous les mots, même si aujourd'hui, le terme qu'il faut utiliser, c'est diabète de type 1 pour ce diabète-là. Alors, à qui s'adresse LabTest Online ? LabTest Online s'adresse à toutes les personnes qui ont envie d'avoir des informations sur leur examen de biologie médicale, qu'elles connaissent ou non le domaine de la santé. Alors, ça peut être les patients, les acteurs du système de soins qui ne sont pas des médecins, par exemple, ou toute personne intéressée. Et effectivement, l'intérêt donc, pour des professionnels du monde de la santé, mais qui ne sont pas médicaux, par exemple, ou même des médecins dont ce n'est pas le domaine de spécialité, c'est d'avoir un lien rapide vers les dernières recommandations françaises, des sociétés savantes françaises, qui sont inclus dans ces fiches, comme on l'a vu, pour en savoir plus. Vous avez, par exemple, si vous cherchez l'examen TSH qu'on suit quand on a des traitements ou pour la thyroïde, vous avez un lien direct vers les recommandations de la Société française d'endocrinologie, qui sont les spécialistes de ces pathologies-là. Donc vous pouvez trouver rapidement des informations de qualité. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Juste une question. Guylaine a fait beaucoup de traductions de LabTest Online. Les difficultés dans cette traduction, c'était quoi finalement ? Qu'est-ce que c'est quelle est la différence finalement entre un site américain, anglais, italien, etc. et le nôtre ? Ça se situe à quel niveau ? Je pense que c'était surtout de rechercher les références nationales, internationales, parce qu'on a beaucoup de référentiels nationaux et donc de référentiels de la Haute Autorité de Santé. On a aussi des références nationales des sociétés savantes médicales, comme Société française de biologie, Société française d'endocrinologie, Société française d'infectiologie, voilà. Donc, et on a au-delà des recommandations européennes et internationales. Et les sociétés françaises, habituellement, suivent ces recommandations. Mais pas toujours. Parfois, on peut être en retard sur les recommandations américaines ou on a envie de regarder ce que les Américains font avant de le mettre en place chez nous. Donc, il faut faire la part des choses entre celles qui sont dans les fiches qui sont de l'Europe ou des États-Unis et les nôtres. Et effectivement, les informations peuvent parfois être différentes à cause de ces standards-là, mais elles sont mises à jour régulièrement. Donc normalement, vous avez une information qui est conforme aux impératifs français en vigueur. Et je pense que c'était la principale difficulté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces présentations. Non, on entend. Ma question en fait posée sur les mises à jour, donc vous y avez répondu, donc c'est mis à jour, c'est actualisé régulièrement au vu des nouvelles normes qui sortent, au vu des nouveaux produits aussi, enfin des nouveaux réactifs, etc. Donc tout ça c'est mis à jour très fréquemment, c'est ça? On s'efforce de mettre à jour tous les 2 ans, de faire parce que actuellement on a quand même 200 tests en ligne. Et on a à peu près 60 pathologies. Donc, outre mettre des nouveaux tests, des nouvelles pathologies, puisqu'on n'y est pas encore au bout, il faut aussi qu'on pense à revoir nos fiches. Et on s'est imposé de les revoir sous 2 ans. Voilà. Est-ce que ce site peut être mis en lien sur un manuel de prélèvement, par exemple ? Sans problème, vous pouvez le mettre en ligne. Une autorisation particulière ? Non, il n'y a pas d'autorisation. Nous, par exemple, je suis du CHU de Grenoble et nous l'avons mis en ligne pour les patients du CHU et aussi pour les gens de l'extérieur. De nombreux laboratoires privés le mettent aussi en ligne sur leur site. Oui.
vous pouvez le faire Merci. sans Non, c'est souci. vraiment très intéressant. C'est une base de données exceptionnelle. Vraiment, c'est Merci. bien. Je voulais simplement rajouter, regardez le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure. Ici, vous avez reporté le nombre total de tests qui sont dans chacun des sites. Enfin, je ne vais pas tous porter, mais au moins les principaux. 336 pour les États-Unis, nous sommes aujourd'hui à 216 en France. Pourquoi cette différence? Il y a deux raisons. D'abord parce qu'on n'a pas fini de traduire. Et il y a aussi une deuxième raison, c'est que de nombreux tests qui sont proposés aux États-Unis n'existent pas encore en France ou n'existeront pas, peut-être jamais. Donc il est normal, si vous voulez, que l'on ait une différence assez importante entre chacun des sites qui sont proposés. Vous voyez, l'Angleterre est à 291, mais il y a beaucoup de tests qui sont chez eux qui n'existent pas encore ou pas du tout chez nous. Ce n'est pas pareil pour les situations pathologiques, puisque a priori toutes les pathologies existent partout, mais vous voyez, bon là on a encore du travail à faire, ça c'est un peu de notre faute, là ça c'est clair. Mais il faut le dire, de même pour le screening, on en a parlé à plusieurs reprises, le dépistage en France n'est pas de la même manière que ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des listes de dépistage assez importantes, on n'a pas ça chez nous. Donc ça explique un peu les situations différentes entre les pays. Mais vous pouvez compléter votre information en allant lire en anglais. Oui. Alors, Voilà. je voulais signaler quand même, c'est assez exceptionnel d'avoir, je dirais, la langue française, je dirais, dans les meilleurs performeurs de ce site. C'est très important. Et tout à l'heure, tu nous as montré qu'il y a une augmentation sensible de la fréquentation du site. Est-ce que c'est dû simplement au français ou est-ce que c'est dû à la francophonie? La réponse est difficile à dire parce que bon, si on revient sur ce tableau-là, ici, où on a une évolution du nombre de sites par mois sur l'année 2014, bon, on voit très bien que l'ensemble des pays a suivi l'évolution. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une discussion entre les organisateurs de Lab Test Online aux États-Unis et Google pour permettre justement de remonter un petit peu dans la lecture des sites. Parce que si vous tapez par exemple cholestérol, ben vous n'aurez pas Lab Test Online en première ligne, loin de là. Il faut aller très loin. Pourquoi? Parce que eh bien, on n'est pas peut-être dans les normes tout à fait de Google, puis on n'a peut-être pas payé Google assez, enfin il faut être très clair, quoi. Non, mais Voilà. ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que par rapport à l'Allemagne, qui était un des premiers modules traduits de manière excessivement pertinente et personnalisée, puisqu'ils ont été les troisièmes. Donc encore une fois, il faut bien comprendre que 360 millions d'habitants aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça. En Allemagne, on en a 85, en France, on en a 65 millions. Donc il n'y a aucune honte à en avoir. Vous avez des chiffres là, Oui. 277 pour les États-Unis, Oui. bon voilà ce qui est considéré comme population online. Online. Possible. Hein, D'accord. voilà. On voit très Bon. bien la différence. L'autre facteur qui fait aussi la différence, c'est l'utilisation intensive des applications app qui ont été mises en place via Absolument. l'Australie et via le UK. Donc ça, c'est quelque chose on n'est pas totalement sensibilisé à ces applications en France. Ça risque de se développer encore plus, enfin on le souhaite en tout Bien cas, sûr. pour y accéder. Le troisième volet, il y a une action concrète à faire au niveau des associations de patients. Lorsqu'on fait le tour, je dirais, des associations de patients, et là, je vous inviterai à contacter le CIS, le collectif interassociatif, pour pouvoir proposer ce genre de choses. Puisque lorsqu'on a des accidents médicaux, il est important de comprendre ce qui se passe et de savoir si on a eu les examens correctement effectués et les examens correctement prescrits. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres compléments? Question très pratique, cette plaquette qui est très intéressante, elle est diffusée de quelle façon? En fait, elle est diffusée que lors de congrès, de séminaires. Mais si vous en voulez plusieurs, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous servir, hein, elles sont à votre disposition. Vous souhaiteriez qu'on en fasse une diffusion plus grande? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, dans tous les laboratoires, enfin autant les labos hospitaliers que Les faire que parvenir privés. aux responsables des différentes structures. Bien sûr, Ouais, ouais. puisque donc ça c'est une plaquette qui s'adresse directement au patient, Oui, absolument. qui l'informe et sur laquelle derrière il a même un outil pour repérer son Oui, oui. test. Ok.
Des compléments d'information ou pas? Mesdames? Non? Écoutez, merci en tout cas Merci d'avoir beaucoup. eu la gentillesse d'assister à cet atelier. C'est difficile juste après le déjeuner et en plein milieu parce qu'on est totalement en concurrence avec les sites où il y a du café. Mais en attendant, si vous souhaitez prendre du café sur le site de FHF, vous êtes les bienvenus. Merci en tout cas aussi aux conférenciers d'avoir fait, je dirais, le déplacement pour présenter la Test Online. Merci à vous trois. Merci.